Table ronde de la matinée. Eh ben, bonjour à tous. Comme Christelle vient de le dire, donc Julien Janquevac, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info depuis une dizaine d'années et je traite beaucoup de ces sujets d'innovation, d'écosystème. Voilà. Donc dans cette première table ronde, donc je vous rappelle l'intitulé, donc Technopole, centre d'innovation et incubateur comme espace d'expérimentation de projets innovants au service des transitions territoriales, qu'elles soient digitales, écologiques, énergétiques, industrielles ou dans les mobilités. Donc on va en parler avec trois intervenants que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Monsieur François Blouvac, Gilles Loire-Mongazon et ensuite Franck Lamiré. Bonjour François. Comme vous. Voilà, sur un des tabourets et les micros. Je pense que je vais rester debout, je vous laisse vous asseoir où vous voulez. Bonjour. Je crois qu'on peut enlever les masques, on a le droit. C'est bon, moi j'ai le mien, je voulais. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter quand même, ça se fait. Donc, Monsieur Blouvac, nous sommes chez vous ici. Vous êtes responsable du programme Territoire d'Industrie à la Banque des Territoires. Gilles Loire-Mongazon, vous dirigez La Rochelle Technopole. Vous êtes également administrateur de Rétis. Et au milieu, Monsieur Franck Lamiré, qui dirige le dispositif C2EI Créative et également administrateur de Rétis. Monsieur Blouvac, je commence par vous. Donc, je viens de le dire, vous pilotez le dispositif Territoire d'Industrie à la Banque des Territoires. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur déjà les grands principes du dispositif? Tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que vous faites concrètement. Et surtout, après, expliquer comment ces territoires d'industrie contribuent à l'expérimentation de solutions innovantes sur les territoires. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, ce programme Territoire d'Industrie, c'est une initiative qu'a prise l'État en fin 2018 en posant deux éléments forts. D'abord, en rappelant que l'industrie pouvait avoir un avenir dans ce pays, ce qui n'était pas très évident quand on regarde l'évolution de ce secteur d'activité sur ces 30 à 40 dernières années. C'est un secteur qui a énormément perdu de son poids dans l'économie française. Sur ces 40 dernières années, on est passé de 20% du PIB à 10%. Donc, et dans la même période, l'industrie a perdu la moitié de ses emplois salariés. Avec différentes phases, dont une il y a encore 20 ans, au tournant des années 90-2000, marquée par une très forte délocalisation, des choix économiques au sein de l'industrie qui ont amené à délocaliser une grande partie de l'activité. Il y avait même des grands capitaines d'industrie, on peut le citer, puisqu'il est célèbre pour sa formule, Serge Tchuruk, qui était à la tête d'Alcatel et qui expliquait que l'horizon pertinent, c'était le zéro usine en France. On est sorti de ce mauvais présage. L'industrie est redevenue quelque chose, sinon de désirable, en tout cas de souhaitable. Et donc le gouvernement, fin 2018, commençait à accompagner un mouvement où on sentait poindre un retour, un regain de forme dans l'industrie, avec un solde net de création d'emplois qui redevenait timidement positif, des usines qui rouvraient, même si le secteur était encore en difficulté. Et puis, la principale novation dans l'approche au travers de ce programme, c'est de ne pas simplement s'être appuyé sur une politique de soutien aux filières, mais d'avoir demandé aux territoires d'exprimer les besoins qu'ils estimaient nécessaires pour que l'industrie se redéveloppe à leur échelle. Et donc d'avoir mis en place une structuration très pragmatique en demandant à l'échelle de chaque territoire d'industrie, puisqu'il a été donc choisi des territoires, principalement des territoires hors des grands centres urbains, soit d'anciens sites industriels qui avaient subi une forte désindustrialisation, soit des secteurs plus nouveaux, donc 148 territoires, à peu près la moitié du territoire national. Et donc sur ces territoires, un binôme se mettait en place, un élu local, un industriel, charge à eux d'animer leur écosystème et de faire apparaître les besoins et de mobiliser pour essayer d'y répondre l'État, les collectivités territoriales, les industriels
et un certain nombre d'opérateurs, comme la Banque des Territoires, comme notre filiale BPI France, comme Business France, comme Pôle emploi, et quelques autres encore. Et donc de leur demander de façon très simple de répondre à l'expression des besoins que les territoires avaient formulés. Une vraie dynamique s'est mise en place tout au long de l'année 2019, au moment du lancement, de l'installation de ce processus, un peu lentement, avec un temps de latence assez important. Et puis, la crise sanitaire est arrivée là-dessus. Elle a une vertu très importante pour l'industrie, c'est qu'elle a fait partager à un public assez large la question au travers de la rupture des chaînes d'approvisionnement, de l'importance pour un pays de disposer d'une activité industrielle qui lui garantisse, sinon son autonomie totale, en tout cas une capacité à faire face aux besoins. Et donc cette crise, elle a fini d'installer cette idée qu'il fallait à nouveau construire des politiques publiques en faveur de l'industrie. Pour ce qui nous concerne, on le fait au travers de ce que l'on peut apporter au territoire, c'est-à-dire des moyens mobilisables pour répondre aux besoins de l'aménagement industriel. Il y a d'un côté les politiques macroéconomiques à l'échelon européen, à l'échelon national. Il y a le travail des collectivités territoriales pour favoriser l'émergence de l'industrie. Et puis, des opérateurs comme la Banque des Territoires sont là pour apporter des solutions. Je les cite très rapidement. 4 axes sur lesquels on intervient et on peut apporter des réponses. C'est la question de l'aménagement industriel, c'est-à-dire répondre concrètement aux enjeux d'implantation d'activités, gestion du foncier, aménagement industriel, immobilier d'entreprise. Deuxième priorité, c'est un sujet important pour qu'il y ait une bonne acceptabilité du retour de l'industrie sur les territoires, c'est le verdissement de l'industrie. Et on reviendra là-dessus dans un exactement, je second donnerai temps. des exemples concrets pour permettre à ce que l'impact environnemental de l'industrie soit plus facilement accepté. Troisième priorité, parce qu'elle est très importante, c'est les enjeux de formation, puisqu'on le voit aujourd'hui, l'actualité est assez riche sur cette pénurie d'emplois qualifiés qui freine l'investissement industriel. Beaucoup d'industriels remettent à plus tard des investissements parce qu'ils craignent ou ont éprouvé les difficultés pour recruter. Et puis, quatrième priorité, qui est un travail que nous faisons régulièrement auprès des acteurs locaux, c'est un travail d'aide aux stratégies de développement local. Et en l'occurrence, pendant la crise sanitaire, on a commandé une étude à un de nos partenaires qui s'appelle Trendéo pour calculer en quelque sorte le potentiel de relocalisation industrielle sur les territoires. De le faire non pas à l'échelon national, mais à l'échelon des territoires, de mesurer la dépendance industrielle, de voir quelles étaient les filières qui étaient les plus dans une situation de dépendance et en définir des stratégies pour qu'on cartographie les chaînes d'approvisionnement et qu'on permette à l'échelon local à des industriels, à des acheteurs industriels de se poser des questions. Aujourd'hui, mon panier de fournisseurs est situé dans tel et tel pays étranger. Ça m'a fragilisé pendant la période de la crise. Ça pourrait recommencer à l'occasion d'autres crises environnementales, sanitaires. Eh bien, je peux revoir la façon dont je m'organise et donc mettre en œuvre un potentiel de développement local important. Et donc, nous aidons les régions en particulier. On travaille beaucoup avec les conseils régionaux et avec un certain nombre de conseils régionaux, on a défini des filières stratégiques et on les aide à poser cette question-là. Très bien, merci pour cet éclairage. Monsieur Loire-Montgazon, je me tourne vers vous. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous dirigez la Technopole de La Rochelle, qui est un espace d'expérimentation de projets innovants. Et pour tester ces innovations, vous avez lancé un dispositif qui s'appelle CAP. Alors, ma question est très simple. Alors déjà, pourquoi avoir lancé ce dispositif? À quoi sert-il? Enfin, voilà. Concrètement, revenir sur la genèse de ce beau dispositif. Bonjour à tous. Donc oui, dispositif CAP que nous avons lancé il y a maintenant 1 an. La genèse, le cadre. Oui, pardon, le micro fonctionne. C'est juste que je ne sais pas parler dans un micro. D'accord. Donc d'abord, c'est issu d'une volonté politique sur le territoire rochelais. Donc nos élus se sont emparés, on va dire, d'un enjeu. Comment positionner La Rochelle pour être le premier territoire littoral urbain en neutralité carbone en 2040. Donc pour ça, ils ont notamment répondu à, il me semble, un appel à projet de la Banque des Territoires, parce qu'on est devenu territoire d'innovation.
Et ensuite, l'enjeu finalement localement, c'est comment mettre en œuvre finalement tous les acteurs autour de ce projet, comment les mettre en action pour finalement englober et faire en sorte que ce soit une démarche collective d'associer donc tout le monde pour positionner le territoire en neutralité carbone en 2040. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, historique. Nous, on nous a fait part, quand je dis nous, donc c'est effectivement la Technopole et toute l'équipe, des entreprises notamment nous ont fait part un peu de concrètement, ça veut dire quoi être en neutralité carbone en 2040, comment on fait donc un besoin en fait finalement d'acteurs locaux de manière très pragmatique de accompagner-nous sur cette transition territoriale, et de l'autre côté des startups, notre quotidien, qui développent des innovations, pas spécifiquement en faveur de l'innovation positive, on va dire, à impact positif, mais qui en tout cas nous sollicitent pour trouver des terrains de jeu, donc expérimenter leurs innovations avant de les commercialiser, qui est un peu finalement notre quotidien dans une technopole ou dans un incubateur. Donc on s'est mis un peu en ordre de marche, on a fait travailler notre gouvernance, donc notre comité stratégique autour de ces questions, comment répondre finalement à ces besoins de deux acteurs, on peut dire a priori qui ne sont pas les mêmes, donc plutôt des donneurs d'ordre et des grands acteurs locaux, et de l'autre côté donc des startups, des porteurs de projets d'innovation qui souhaitent tester. C'est là qu'on a lancé donc ce dispositif CAP qui vise à identifier des innovations à impact positif, donc issues de startups que l'on accompagne ou pas, parce qu'en fait, c'est un appel à projet ensuite qu'on a lancé au niveau national, mais répondant à des besoins identifiés d'acteurs locaux sur un accompagnement à la transition environnementale, ou en tout cas à impact positif pour le territoire. Donc CAP, c'est un dispositif d'accompagnement de start-up. On lui permet de trouver d'expérimenter son innovation sur un terrain de jeu, donc auprès d'un acteur local, dont le besoin a été identifié. On va se positionner, la Technopole, en tant que tiers de confiance. On va apporter un cadre sécurisant juridiquement, notamment, pour gérer cette relation entre un apporteur d'innovation et un acteur qui, a priori, est un peu plus costaud, notamment donc, sur les aspects protection de pays. Et on offre aussi un programme d'accompagnement à tout ce qui est, bien sûr, proposition de valeur, équipe, business model. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. On reviendra sur les exemples dans un second temps. Franck Lamiré, donc vous dirigez la structure bretonne C2EI, qui propose entre autres de l'ingénierie d'innovation pour les PME, dans une démarche d'éco-innovation, et on va y venir justement. Alors vous, il y a 13 ans, c'est ça, me semble, vous avez lancé le dispositif Chrysalide Éco-Activité, donc qui accompagne et récompense des projets éco-innovants du Grand Ouest. Donc ma question est la même que pour votre voisin de gauche. À quoi répond ce dispositif ? Et quel retour d'expérience vous avez quand même? Parce qu'au bout de 13 ans, il y a un peu d'expérience. Oui, alors en effet, il y a 13 ans, j'étais pas là, moi, donc c'est pas moi qui l'ai lancé, Chrysalide, mais en effet, ça fait 13 ans que l'histoire dure. Créatif, c'est un C2EI, un centre européen d'entreprise et d'innovation. On n'est pas une technopole, on n'est pas un incubateur, et ça, c'est fondateur, hein, il y a presque 30 ans dans le C2EI, d'accompagner des PME dans l'innovation. Le sujet des fondateurs de Créatif, c'était comment on met à disposition des équipes, des compétences pour réfléchir avec le dirigeant à sa vision moyen terme, à la prise en compte des évolutions dans son environnement économique, pour que demain on ait des PME un petit peu plus grosses, un peu plus viables sur leur marché. Et ce qui s'est passé il y a 13 ans, pour expliquer la genèse, maintenant ça paraît un peu une banalité, mais c'est qu'on a vu apparaître des entrepreneurs qui venaient avec des questionnements, des idées sur cette question de la transition énergétique, de la transition écologique, pardon. Il y a 13 ans, ce n'est pas un terme qu'on utilisait, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne parlait pas de ça. On voyait apparaître des green tech, des éco-tech, des questions de RSE, de l'éco-conception, une question d'adaptation à une réglementation environnementale qui était en train de se sévériser, enfin tout un corpus de tendances que nous, on a vu apparaître de manière forte, donc il y a plus de 13 ans, hein, c'est 14-15 ans. Et on s'est dit finalement, il y a quelque chose qui va se passer dans les années qui viennent en matière de transition écologique. C'est une question économique. À l'époque, on pensait beaucoup que l'écologie serait une question de catégorie CSP+, qui pourrait s'acheter des légumes bio et des voitures électriques. On en a fait une question économique en se disant personne ne va échapper à la question écologique. Et donc, comment on peut faire pour accompagner les PME
pour les interroger dans leur modèle économique avec ce fait-là, ce fait structurel économique. Et on s'est dit, en fait, c'est vraiment ça la genèse de Chrysalide, plutôt que de le dire, que de passer par l'injonction, on va montrer des entreprises qui le font, qui intègrent cette question de l'enjeu parce que c'est une conviction du dirigeant, parce qu'il intègre ça dans son offre, dans son modèle économique, et qu'il en fait en même temps un projet économique pour sa PME. Donc on a appelé ça Chrysalide éco-activité, le éco étant le éco de écologie et de économie. Et notre message, notre question, c'était de porter cette idée qu'il fallait faire de l'économie si on voulait faire de l'écologie. Et que là-dessus, les PME avaient des choses à dire. Il y avait des espaces de jeu. Ce n'était pas qu'une question d'adaptation à une réglementation contraignante. Ce n'était pas qu'une question même d'éco-conception. C'était une question de business, de positionnement sur des nouveaux champs économiques qui allaient se développer. Et donc, on a lancé un concours, un appel à projet. Je crois qu'on a eu 55 projets la première année. On en a entre 65 et 70 tous les ans depuis 13 ans. La source n'est pas tarie. La question de la transition se confirme. Et donc, on continue tous les ans cet appel à projet qui fonctionne. Alors, comme c'est le métier d'un C2I, hein, c'est d'accompagner des parcours d'entreprise. On le fait, nous, simplement à travers un dispositif qui est un appel à projet structuré, qu'on a amélioré d'année en année. C'est l'avantage de répéter chaque année un dispositif. On a des retours d'expérience, on l'améliore, on le benchmark. Et on en fait, comme vous l'avez dit, plus que de montrer maintenant, c'est toujours un des sujets, modestement un outil d'animation de l'écosystème de l'éco-innovation. Oui, ça marche, on en reparlera après de ça. On va rester sur la transition écologique, Monsieur Blouvac. Les territoires d'industrie ont quand même une mission, vous avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est de verdir l'impact de l'industrie. Comment concrètement, au-delà des belles paroles, comment ça marche ? Je vais vous donner des exemples, mais j'évoquais tout à l'heure ce qui est apparu comme une nouvelle nécessité, cette question de relocalisation. Je voudrais partir de là parce que c'est important. La relocalisation, c'est pas revenir à la situation hantée en se disant les entreprises qui sont parties, il faut qu'elles reviennent et tout repartira. On voit bien que dans ce besoin de relocalisation, on devrait d'ailleurs plutôt parler de réindustrialisation, il faut le faire avec un modèle, avec un paradigme industriel qui soit renouvelé. Et parmi les exigences, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la question de l'impact environnemental de l'industrie. Et donc, on doit à la fois réfléchir à la façon dont l'industrie s'implante dans un territoire, mais aussi aux process qui sont mis en avant. Et l'activité industrielle ne sera pas celle d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Quelques exemples. La Banque des Territoires accompagne par exemple en mêlant d'ailleurs un certain nombre d'outils qu'elle a développés. On a parlé de territoires d'innovation que la Banque des Territoires opère pour le compte de l'État. C'est un programme dans le cadre du PIA. Une entreprise à Dunkerque qui s'appelle Stark Lab qui a créé un concept de nettoyage des fumées industrielles. Voilà. Là, on est typiquement sur des choses très concrètes où, avec ce type de processus, on ouvre la possibilité d'une installation d'industrie qui soit protégée des dangers qu'elle pouvait recéler. Deuxième exemple, on accompagne une entreprise qui s'appelle Lactips. C'est l'acronyme de plastique, en fait, ce qui est une société installée dans la vallée du Gier, entre Saint-Étienne et Lyon, et qui a créé un plastique qui n'en est pas un à partir de la caséine de lait et qui offre l'avantage de ne laisser zéro résidu au terme de sa vie. Donc, on a des entreprises aujourd'hui qui viennent développer de nouveaux produits, de nouvelles façons de produire aussi, et la Banque des Territoires les accompagne, même de façon très classique. Lactips, notre métier, c'est de les accompagner sur la construction de leur usine et donc de créer avec eux une société de projet pour construire les murs de leur usine. Et donc, on leur permet en plus d'économiser des fonds propres sur ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire produire et pas construire une usine parce que ce n'est pas le métier d'un industriel. Autre exemple qui se situe un peu plus en amont, c'est un travail qu'on a réalisé avec un grand groupe, en l'occurrence PSA, à Montbéliard, sur du compactage d'usines. Puisque si on veut réduire l'impact, c'est aussi consommer
moins de foncier, si on veut réussir l'enjeu de lutter contre l'artificialisation des terres, eh bien, on travaille au compactage. Qu'est-ce que ça permet, le compactage? Ça permet d'abord de revoir l'organisation des chaînes de production dans une usine, mais ça permet aussi d'installer éventuellement des sous-traitants. Aujourd'hui, il y a quelques très gros dossiers autour de l'industrie automobile avec des équipementiers très performants comme Valeo, avec des projets de gigafactory autour des productions de batteries électriques. Eh bien, ça permet de pouvoir accueillir ces nouvelles activités sur des sites qui étaient mal occupés, sur lesquels il y avait eu un étalement des industriels actuels, et de pouvoir apporter des réponses à ce sujet. Donc, on voit qu'il y a vraiment un foisonnement de projets. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources disponibles. C'est le cas dans le cadre du plan de relance que l'État a mis en place. C'est plus du tiers de l'enveloppe des 100 milliards sont consacrés essentiellement à l'industrie, même s'il y a un énorme volet sur la fiscalité. Il y a malgré tout des dizaines de milliards qui sont consacrés à ça. Pour ce qui nous concerne, j'ai évoqué nos priorités, je n'ai pas parlé des moyens qu'on y consacre. La Banque des Territoires a fait le choix d'annoncer qu'elle mobiliserait 1 milliard d'euros en faveur du soutien à des projets industriels. Ce programme, il est lancé depuis début 2020, donc depuis un peu plus de 18 mois. On a déjà plus du tiers de cette enveloppe qui a été engagée. C'est à peu près 90 projets qui ont été soutenus. C'est à peu près 17 usines qui vont être ouvertes grâce à ces soutiens. Donc on a, et en le disant, ce n'est pas la performance de la Banque des Territoires qui est notable, c'est surtout l'appétence des territoires aujourd'hui qui a ce changement, voilà, véritablement changé, puisque on constate, nous, dans l'évolution des sollicitations qu'on reçoit, une accélération très forte. Et alors même, ça a été une part d'inquiétude quand on a lancé ce plan et que l'État a également mis sur la place toutes les ressources qui pouvaient être disposées, on a craint que ça rétracte la sollicitation. Pas du tout, on a plutôt une accélération, et on a sur le premier trimestre 2021 des chiffres très importants de mobilisation des crédits qu'on propose au territoire. Donc il se passe quelque chose, et on l'a vu sur le premier semestre 2021, il y a un solde net très positif d'emplois industriels. La relocalisation, ça existe. Des entreprises ont profité, en particulier dans le cadre du plan de relance, pour acheter des machines-outils et développer leur activité. Donc on voit qu'il y a une nouvelle approche de la part des industriels sur ces questions-là, une préoccupation de leur impact environnemental. Donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais il y en a quelques-unes qui sont importantes, et on voit qu'en partant du territoire et en partant de cette dynamique de développement local, on peut aujourd'hui penser que l'industrie est une place revue dans notre mix économique. Les choses bougent, oui, merci beaucoup. On va rester dans le concret, Monsieur Loire-Mongazon. Donc, vous avez présenté le dispositif CAP il y a 10 minutes. Vous pouvez donner des exemples concrets, justement, de ce matching? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc interrogé différents acteurs locaux qui, pour connaître mieux leurs besoins en innovation non résolus à l'heure actuelle, et on a mis ça sous forme de défi, d'où le CAP ou pas CAP, de relever le défi, d'accompagner tel acteur dans son besoin. Donc parmi ces 11 acteurs territoriaux qui ont accepté d'être terrain de jeu, il y avait des acteurs privés, des acteurs publics, et puis aussi des structures d'enseignement. Donc, pour citer quelques noms, Alstom, voilà, un acteur privé, l'hôpital de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle avec son service mobilité, la régie donc du port de Plaisance, le grand port maritime, et puis d'autres entreprises privées que vous ne connaissez pas, donc je ne vais pas citer ici. Donc, par exemple, le port de Plaisance de La Rochelle, donc, qui est sous forme de régie. Le port de Plaisance de La Rochelle, c'est l'un des plus grands ports d'Europe. Il y a plus de 5000 anneaux. L'une de ses préoccupations, c'est de réduire justement son empreinte énergétique sur le territoire. Et pour cela, a émis un besoin de mieux identifier limite au bateau, donc à l'anneau, et non plus désormais au ponton aggloméré, la consommation précise donc des plaisanciers
pour non pas les taxer dans un premier temps, mais déjà pour les sensibiliser finalement à leur impact. Partant du pari que lorsque l'on sait combien on consomme, on a tendance à réduire sa consommation. Donc on a identifié sous ce défi plusieurs innovations. Il y en a retenu 2. Un premier, c'est un dispositif de comptage, en fait, un peu intelligent, comme vous pouvez avoir sur vos territoires par certains de vos acteurs, donc qui doit permettre de mieux mesurer la consommation énergétique, tant en eau qu'en électricité, donc au niveau de l'anneau. Et une autre expérimentation qu'il a retenue, c'est un prototype de véhicule électrique léger qui doit permettre une moindre maintenance pour les équipes du port, donc pour leurs besoins de déplacement professionnel au sein de l'air. Quel type de véhicule ? Alors c'est encore au stade de prototype, puisque encore une fois les innovations sourcées devaient être au stade de proto, mais en tout cas avant commercialisation, pour qu'on soit vraiment sur l'expérimentation et non pas sur un acte déjà de prévente. Ça c'était très important pour l'ensemble des parties, notamment pour les terrains de jeu, qui ne se sentent pas en fait déjà pris dans une relation commerciale sans passer, notamment pour les acteurs publics, par une phase d'appel d'offres. Donc là, on est sur une phase de proto où justement les équipes du port de Plaisance aident à la fois à finaliser les fonctionnalités de ce véhicule ultra léger qui doit permettre donc les déplacements à la fois des équipes du port, mais aussi des plaisanciers par rapport à leurs déplacements, on va dire essentiellement urbains, notamment pour rejoindre le centre-ville. Donc là, ces 2 expérimentations-là sont en cours. Puis il y en a une autre, par exemple, entre Alstom et une jeune entreprise du côté de Metz qui a développé un isolant à base de matière minérale, isolant au feu, qui est donc une problématique importante pour notre constructeur de trains du futur. Voilà. Très bien, merci pour ces exemples. Monsieur Lamiré, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, le dispositif lancé donc il y a presque 15 ans, maintenant c'est un outil d'animation du territoire en fait, c'est devenu quelque chose d'énorme finalement. Non, je ne veux pas dire énorme, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Hein, mais... J'assume. Mais modestement, moi ce que je constate c'est que tous les ans on a plus de partenaires à venir participer à ce dispositif. On s'est organisé nous dès le début avec des partenaires, parce que la question c'était comment on fait pour détecter les entreprises qui adressent cet enjeu de la transition écologique. Parce qu'on n'est pas sur une verticale en fait, on est vraiment sur une horizontale et on adresse tout type d'entreprise. C'est parti pris de ce concours-là, donc tout de suite on s'est dit on va se mettre en partenariat avec les acteurs du développement économique du territoire. On a aujourd'hui une 50aine de partenaires, c'est des partenariats assez légers. Hein. On affiche le logo, et le partenaire s'engage à nous sourcer des dossiers comme il peut, à participer à une exigence de B2B avec un rendez-vous B2B avec l'ensemble des candidats, à contribuer s'il peut à l'organisation du jury. Et moi, je constate une chose intéressante dans cette question de la transition écologique et de l'écosystème. On organise 3 jours de jury, on a 35 pitchs sur 3 jours d'entrepreneurs. Et on a toujours beaucoup d'appétence des partenaires pour venir participer au pitch. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où on découvre des projets, on voit ce qui se passe concrètement en matière de transition écologique, et aussi où il y a des débats sur un certain nombre de sujets de la transition. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne voit pas les mêmes choses de la même manière. Et c'est important pour cette question de la transition qu'il y ait des endroits où s'opposent des idées, où il y a des débats, où on se dit par exemple... En Bretagne, c'est quoi la question de l'hydrogène sur un territoire où il n'y a pas d'industrie lourde? Comment on fait pour développer l'hydrogène? Est-ce que le gaz porté avec le tissu agricole qu'on a en Bretagne est un sujet? Comment on fait? On parlait de bateaux tout à l'heure, on avait un projet de bateau électrique. Est-ce que le slow tourisme, c'est un truc qui peut se développer? Est-ce que c'est un marché? Donc on a tout un ensemble de questions comme ça, on voit qu'il y a du débat et c'est important. Je pense que dans cette question de l'écosystème, de l'éco-innovation, il y a des endroits comme ça où on réfléchisse à ces questions-là, parce que ça permet de faire mûrir des positionnements, y compris d'acteurs du financement. Donc on a beaucoup de partenaires banquiers, fonds d'investissement, business angels qui viennent dans ces jurys. Et ça fait partie du dispositif. Alors, je voulais juste rebondir sur la question de l'industrie, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse. Je pense qu'il y a une vraie question pour les PME industrielles, c'est de faire migrer le mot innovation dans l'univers des PME industrielles. Nous, on en accompagne un certain nombre. Beaucoup ne s'estiment pas innovantes, alors que même elles sont en train de transformer leur modèle, d'adresser des enjeux de demain. Et elles ne comprennent pas quand on leur dit « mais c'est innovant ce que vous faites ». Et du coup,
elles sont pas vraiment dans les dispositifs qui adressent des questions d'innovation. Et je pense qu'on a tous un effort collectif à faire. Alors je parle de TPE, PME. Hein. De pédagogie là-dessus, quoi. De dire, mais si vous êtes innovant, mettez-vous dans les réseaux. Alors c'est vrai qu'un patron de PME, c'est des dirigeants qui sont dans l'atelier, qui sont la tête dans le guidon, qui ont en plus pas beaucoup de temps. Mais quand en plus ils s'estiment pas innovants, ils sont en dehors des radars, un certain nombre de dispositifs. Donc il y a un vrai travail pour ramener cette typologie d'entreprise dans la question de l'innovation, et notamment de la transition écologique. Excusez-moi, c'était pas votre question, mais... non, mais c'est intéressant. Vous finissez sur le gong en plus, donc c'est parfait. Bon, écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. On peut vous applaudir en tous les cas.